Pour beaucoup d'observateurs ou de simples citoyens du continent noir, l'intégration africaine, un projet bientôt cinquantenaire, peine à se concrétiser. Dans votre émission Décodage, nous vous proposons aujourd'hui de décrypter ensemble ce projet fédérateur et presque indispensable à l'Afrique et qui, malheureusement, tangue entre mythe et réalité. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Décodage. Nous recevons aujourd'hui sur ce plateau M. Amadou Lamine Faye, ministre conseiller chargé de la diaspora et du panafricanisme. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tout le plaisir pour moi. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous propose de suivre avec nous ce reportage. C'est un rêve, mais il faut être réaliste. Ce n'est pas demain qu'on va y arriver. Mais il faut commencer déjà par poser les jalons. Si déjà deux pays voisins se mettent ensemble, c'est déjà un premier pas. Ensuite, un troisième, un quatrième. Commençons par là. Mais déjà, commençons déjà par nous entendre dans nos pays, ce qui n'est pas encore tout à fait le cas. Je prends l'exemple de mon pays qui était divisé en un nord et un sud. Aujourd'hui, plus ou moins entre un ouest et le reste. Réussissons déjà. Et puis, allons-y, mais allons-y résolument, quoi. Le journaliste ivoirien semble avoir choisi son camp dans ce débat passionné et pacifique entre tenants de l'intégration africaine conclue par traité et ceux qui souhaitent que les pays situés dans chacune des 6 régions s'intègrent afin que l'on aboutisse à la fusion de 6 grandes entités. Pour ne regarder que l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest, l'intégration est plus poussée dans la zone Afrique de l'Ouest, pourtant supposée être plus pauvre. De là à dire que l'argent dissout les liens humains et accentue l'individualisme, il n'y a qu'un pas que l'on peut ou non franchir. Mais le fait est là, en Afrique de l'Ouest, le principal souci est la circulation des marchandises. Les tracasseries policières parfois évoquées sur des corridors, tels celui reliant Dakar à Bamako, sont là pour le montrer. Contrairement aux colis, les humains voyagent plutôt librement d'un pays à l'autre de la zone Afrique de l'Ouest. Du coup, dans certains pays, les combats menés vont au-delà de la simple migration sous-régionale. Nous, on a beaucoup d'immigrés en Italie, en Espagne, et en France et même dans les pays africains. Mais souvent, si notre État aujourd'hui n'a pas d'accord, parce que n'ayant pas ratifié cette convention, n'a pas d'accord bilatéraux avec ces pays. Ce qui risque de se passer, nos migrants qui sont toujours sur place sont lésés dans leurs droits. Je prends l'exemple de la sécurité sociale. Vous voyez, un Italien qui est en France aujourd'hui avec cette nouvelle loi, un Sénégalais qui est en France, en Italie du moins, avec cette nouvelle loi italienne, il travaille 5 ans, il cotise à la sécurité sociale en Italie, il perd son emploi. 6 mois après, il perd son titre de séjour. Il devient clandestin. Qu'est-ce qui va s'en suivre? Il est rapatrié ou bien il rentre de lui-même. Il perd ses cotisations. Alors que s'il y avait ces conventions ratifiées et ces conventions au niveau bilatéral de pays en autre, mais ces cotisations pouvaient être reversées à ces gens-là qui rentrent au Sénégal. Libre déplacement des biens et des personnes, ce n'est pas encore tout à fait le cas en Afrique centrale, où la demande de visa est toujours d'actualité entre plusieurs pays. L'intégration se fait comment? Quand vous avez un nombre important d'habitants, de citoyens qui suivent la télévision et qui apprennent par des voies plus accessibles des vérités qui contredisent celles qui étaient installées dans leur tête jusque-là, ils découvrent qu'ensemble, non plus distinctement, ils ont un passé commun et valorisant. Et vous avez une intégration qui se fait petit à petit dans les têtes et dans les cœurs et qui est redoutablement plus efficace que tout ce dont on parle. L'argent semble être un moteur et un frein à l'intégration. À la Cour de justice de la CEDEAO, on en a fait l'amère expérience. L'autre défi de la Cour, c'est la situation de pauvreté générale dans nos pays. Donc évidemment, si la justice n'a pas de prix, elle a quand même un coût. C'est-à-dire il faut payer quand on saisit la Cour parce que son État a violé vos droits de l'homme. Il faut se déplacer, aller à Abuja
Et là, ça coûte cher. Donc c'est dans cette perspective que la Cour est en train de voir pour la mise en place d'une aide juridictionnelle, c'est-à-dire un fonds destiné aux personnes démunies. Mais au fait, qu'est-ce que l'aboutissement de l'intégration apporterait à l'Afrique? Probablement la mise en commun de moyens pour se développer. Before structural adjustment, it was common talk that most African economies Avant la période des plans d'ajustement structurel, il était communément admis que la majorité des États africains étaient trop petits pour être viables. Mais lorsque les plans d'ajustement structurel sont arrivés, tous ces petits pays, toutes les petites économies sont allées négocier individuellement avec le FMI et la Banque mondiale. L'intégration régionale est la clé du succès de tout projet de développement en Afrique. L'atteinte de l'autosuffisance alimentaire serait également un bénéfice. Merci à vous Thomas Aïssi pour ce reportage. Monsieur le ministre, peut-on réellement parler d'intégration africaine aujourd'hui? Oui, on peut parfaitement parler d'intégration africaine, mais il faut l'envisager sur un double plan. Le plan continental, qui peut être l'objectif ultime, et le plan régional. Et ce qui peut-être vous préoccupe le plus, je pense que c'est le plan régional. Sur le plan régional, on peut dire que sur l'ensemble des régions, 5 régions que contient le continent, la région ouest africaine semble être la plus dynamique en termes d'intégration du point de vue de ses résultats et de ses performances économiques. Et je pense que on pourrait bien envisager que l'Afrique de l'Ouest est en train de faire même école et de servir de modèle pour le reste du continent. On peut considérer par exemple en Afrique de l'Est qu'il y a l'Afrique du Sud qui est presque un pays émergent. Mais en termes régionaux, on peut dire que l'intégration ouest-africaine est assez bien tenue et bien avancée, malgré qu'il y ait aujourd'hui quelques difficultés parmi certains pays qui ont des difficultés peut-être dues à des problèmes électoraux, problèmes de conflits internes. Mais globalement, l'intégration semble bien partir du bon pied pour l'Afrique de l'Ouest. Déjà, on s'est très bien battu contre les APE en Afrique de l'Ouest. Il y a un taux de croissance moyen dans la sous-région qui est 5%, dans un contexte de crise internationale où les pays européens peinent à trouver un point de croissance. Donc, globalement, on peut dire que l'Afrique s'en tire très bien avec le modèle ouest-africain. Nous avançons. Et selon vous, Monsieur le ministre, n'y a-t-il pas quelque chose qui empêche réellement cette intégration? Je pense qu'il y a des obstacles et des handicaps. C'est des handicaps légués depuis la colonisation, notamment la balkanisation, où le paradoxe que je voudrais souligner est qu'un seul gouverneur arrivait à gérer, à partir d'une administration centrale, à partir de Dakar ou de Saint-Louis, tous les pays de l'Afrique francophone, d'Afrique de l'Ouest. Mais ces mêmes Européens, le colonisateur, a refusé qu'après qu'il nous ait donné l'indépendance, que cette base d'État fédéral puisse se poursuivre. Ils nous ont divisés en donnant une souveraineté internationale à chaque État. Et aujourd'hui, chaque État est jaloux de cette souveraineté internationale. Voici le premier obstacle, handicap légué, dont il faut se démettre. Et c'est ce que nous, notre pays, propose pour que chaque pays accepte de donner sa souveraineté internationale pour une union africaine, donc à partir d'une peut-être intégration, sous l'angle d'une approche par cercle concentrique. C'est-à-dire que partir des régions et les régions en sous-ensemble intègrent le grand ensemble, par étapes. J'ai participé avec le président de la République, enfin je l'ai accompagné à Sharm el-Sheikh, l'un des sommets de l'OUA, où il y avait 20 pays qui étaient d'accord pour aller directement au gouvernement continental. Mais les chefs d'État avaient souhaité se confier à une commission la charge d'élaborer une feuille de route qui prépare donc les conditions donc, de cette union. Mais aujourd'hui, avec les crises
qui semble perdurer, la perspective senghorienne semble devenir plus ou moins la formule qui pourrait peut-être donner beaucoup plus vite de résultats. Et l'historique, Monsieur le ministre, du projet d'intégration africaine et son évolution fait souvent ressortir la question du leadership comme un élément handicapant. L'intégration africaine passe-t-elle nécessairement par une entente entre les grands États? Oui, il faut nécessairement une entente entre les grands États, d'abord sur des accords, des critères de convergence pour assurer, accompagner l'intégration. Et l'Afrique est arrivée à avoir un parlement régional, n'est-ce pas, et à définir des critères de convergence qui sont plus ou moins respectés par chaque pays. Et l'Afrique de l'Ouest aujourd'hui, avec le modèle sénégalais économique, investit dans des secteurs prioritaires stratégiques comme l'éducation, les infrastructures, et ça va participer à décloisonner, à donner une liberté à la mobilité des personnes et des biens, ce qui augure d'une avancée vers une véritable intégration sous-régionale. La seule chose qui aujourd'hui peut-être pourrait être réglée et qui est un obstacle, c'est la monnaie. Nous sommes toujours avec la monnaie CFA dominant, avec d'autres monnaies qui sont dans la sous-région. Nous avons un problème monétaire qui aujourd'hui est aussi un obstacle qui pourrait, si cet obstacle est levé, pourrait nous faire un grand bond en avant et permettre à certains pays qui sont des pays intermédiaires d'avancer plus vite et d'arriver à l'émergence. Selon vous, Monsieur le ministre, ce problème de monnaie est réglé, l'Afrique fera un grand pas vers l'avant. Oui, tout à fait. Je suis convaincu avec la monnaie unique, si ce n'est pas même la monnaie continentale, mais la monnaie unique pour la sous-région ouest africaine, nous allons régler de grands problèmes économiques et mieux introvertir nos marchés et assurer une meilleure intégration sous-régionale. Le rêve brisé de Kadhafi de parvenir un jour aux États-Unis d'Afrique passe-t-il d'abord par une intégration économique? L'idée est-elle toujours défendable? Non, le rêve de Kadhafi n'est pas brisé. Nous déplorons la perte de Kadhafi qui était un grand leader, n'est-ce pas, pour l'Union africaine, pour une monnaie unique, pour une armée commune. Il a œuvré concrètement avec le président de la République à assurer le leadership des États-Unis d'Afrique. Mais il y a eu des erreurs politiques au niveau de son pays qui peut-être vraiment qu'on déplore aujourd'hui. Ces erreurs ont fait qu'aujourd'hui nous l'avons perdu. Alors que le président, dans son intelligence, avait voulu anticiper pour préserver le capital, n'est-ce pas, d'orientation géopolitique et stratégique de Kadhafi au profit de l'Afrique, préserver la personne, préserver justement tout ce qu'il y a comme effort de participation de la Libye au développement de l'Afrique. Tout cela a été un peu plus ou moins perdu, mais pas définitivement. Je pense qu'il y a encore des chances avec le leadership du président Abdoulaye Wade que tout, si ça ne peut pas revenir comme avant, que tout puisse se rétablir. Vous dites que le rêve de Kadhafi n'est pas brisé, donc l'idée est-elle défendable? Non, le rêve de Kadhafi, c'est un rêve des panafricanistes. Ce n'est même pas le rêve de Kadhafi. C'est les pères fondateurs du panafricanisme qui ont rêvé de faire de l'Afrique le futur pôle économique du monde, puisque l'Afrique a été le continent qui a accédé le premier à la science, l'a transféré à la Grèce. L'Afrique a des atouts qu'aucun autre continent n'a. Et que au cours du XXIe siècle, c'est les atouts de l'Afrique qui vont faire que l'avenir de l'économie mondiale va être l'Afrique. C'est l'Afrique qui va être 3 milliards d'ici l'année 2050. Aujourd'hui, nous sommes déjà 1 milliard. Vous comprenez? Si on ajoute la diaspora 1 milliard, on est, au point de vue démographique, la première puissance démographique du monde. Et maintenant, si on réussit notre intégration, on crée de grands ensembles économiques, comme l'avait préconisé le président Abdoulaye Wade dans sa thèse économique de 1950, où il avait esquisser des concepts comme l'effet de percussion pour accélérer la croissance dans un espace régional comme l'Afrique de l'Ouest, pour faire de l'Afrique de l'Ouest un grand marché qui va compter dans le Conseil des Nations. Mais je pense que ce rêve-là,
il est décliné par plusieurs leaders en Afrique. Mais c'est un rêve qui vient des pères fondateurs du panafricanisme, qui viennent de la diaspora, comme les Marcus Garvey, les Henry Sylvester Williams, Du Bois. Ils ont rêvé le way back to Africa, le retour en Afrique, parce que l'Afrique est l'avenir du monde. L'Afrique était le berceau de l'humanité, mais il est l'avenir aussi du monde. Monsieur le ministre, l'intégration africaine, quoi qu'on dise, bute aussi sur la disparité économique et politique entre les 54 pays du continent, des pays relativement riches en ressources naturelles, d'autres très très pauvres. Donc l'intégration africaine, monsieur le ministre, n'est-elle pas aussi une question de temps? Oui, le temps est une... Comme disait, le temps, même dans le Coran, Dieu parle du temps comme force, mais comme faiblesse. Mais il faut en faire une force. En termes de minimiser la perte du temps pour l'Afrique. Parce que nous sommes en retard, nous devons rattraper des gens qui ont pris une longueur d'avance sur nous et qui sont dans des logiques de vitesse. Pour les rattraper, il faut avoir une vitesse supérieure ou trouver des raccourcis. Et qui sont ces gens? Vous parlez de l'Occident? Non, je dis c'est l'environnement international. L'environnement international, c'est des groupes d'intérêt qui fonctionnent pour leur État et ce n'est pas des enfants de cœur, ces gens-là. Ils viennent là, quand vous affaiblissez, vous vous vulnérabilisez, ils viennent, ils prennent ce qui peut leur apporter, ce qui peut leur apporter pour le développement. Et nous, c'est à nous de prendre conscience des enjeux et de trouver les lois qui gouvernent cette gouvernance mondiale pour tirer de ces lois-là des stratégies pour donner des réponses locales, des réponses stratégiques pour l'avenir. C'est pourquoi, dans un de mes livres, je parle, il faut qu'on distingue les priorités stratégiques des priorités conjoncturelles. Il ne faut pas que les Africains s'enferment sur des problèmes conjoncturels au point de prendre toutes les ressources et de les consumer dans la gestion de problèmes conjoncturels. Il faut prendre une part des ressources, l'investir sur des secteurs de priorité stratégiques pour muscler votre économie contre des chocs exogènes, pour aussi préparer l'avenir. Vous vous rendez compte, chaque jour, on est dans des querelles politiciens, querelles sénégalo-sénégalais qui font croire que le monde n'existe pas, il n'y a que le Sénégal qui existe et qu'il n'y a rien qui se passe autour de nous, que ce qui existe chez nous n'a aucun rapport avec ce qui se passe dans le monde. Voilà une erreur de lecture qui va nous être fatale et qui va nous vulnérabiliser et qui demain va faire que si on se réveille, on va se rendre compte que d'autres pays qui ont eu à intégrer la dimension environnementale trouvent des réponses plus pertinentes, plus stratégiques pour sortir de la crise internationale. Merci, monsieur le ministre. Sans plus tarder, je vous propose de suivre avec nous cet extrait. En 2011, on a assisté à une chasse aux ressortissants de la CEDEAO. Bon, Dieu merci, cette crise est finie. Et je crois que le nouveau pouvoir en Côte d'Ivoire a à cœur de refaire cette intégration, à faire de la Côte d'Ivoire le moteur de l'intégration africaine. L'Union africaine a souvent été mise à l'épreuve ces derniers temps. La crise ivoirienne, tunisienne, égyptienne et libyenne, pour ne citer que les situations les plus brûlantes. Dans deux de ces crises, l'ONU et l'OTAN ont intervenu militairement au nom d'un principe d'ingérence internationale maintenant bien établi. Ici encore, l'intégration africaine a été prise en défaut. Non, d'abord, sur l'ingérence étrangère, moi, je ne pense pas que pour la Côte d'Ivoire, ce n'était pas une ingérence étrangère. C'est l'Union africaine, c'est la communauté ouest-africaine qui a demandé à ce qu'il y ait une intervention. N'est-ce pas, de l'ONU, qui avait donné mandat à la France, qui était déjà sur le terrain, d'intervenir pour que celui qui est sorti victorieux des élections puisse retrouver son droit à exercer le pouvoir. C'est ça qui s'est passé en réalité. Il n'y a pas eu un problème d'ingérence. Il y a eu effectivement l'intervention sous mandat de l'Union africaine et à la demande de l'Afrique, de la France, qui est voulu sécuriser l'action des gens qui devaient exercer le pouvoir. C'est ce qui s'est passé. En Libye, c'est une erreur. Parce que si Kadhafi avait écouté le président Abdoulaye Wade, je pense qu'aujourd'hui, on aurait pu négocier et qu'aujourd'hui, l'Afrique serait le maître du jeu dans la résolution de ce conflit sur le terrain.
On aurait évité pour que une armée étrangère intervienne, des armées étrangères interviennent en Afrique pour faire la guerre. Parce que là, il y a eu la guerre de l'étranger. En Côte d'Ivoire, il n'y avait pas eu de guerre. L'armée française n'a pas fait la guerre. Il est intervenu à la demande justement pour prendre le palais. Mais en Libye, il y a eu des bombardements pendant des mois de l'OTAN sous mandat de l'ONU. Certes, donc c'est une intervention légale, mais c'est une intervention étrangère. Ce n'est pas les pays africains qui sont intervenus et ce n'est pas les pays africains qui ont demandé. Donc la différence doit être faite. En Tunisie, il y a eu un bouillonnement des révolutions qui se sont opérées. Et ces révolutions étaient prévisibles parce que tous les pays arabes sont confrontés à un processus de mutation historique qui font que la plupart de ces pays étaient dirigés par des militaires qui avaient donc une culture, n'est-ce pas, de pouvoir de main de fer où il y a un déficit d'expression de la liberté, ce qui est tout à fait le contraire en Afrique de l'Est où il y a excès même, on peut dire, à l'image du Sénégal, d'exercice de la liberté. Donc, mais globalement, c'est un processus de mutation globale et toutes les mutations, généralement, se font dans la douleur. Comme disait, les révolutions sont enfantées par la violence. Mais globalement, c'est un signe de dynamisme fort de l'Afrique qui accélère son pas pour conquérir la maîtrise de son destin. Moi, c'est ça que je veux. Donc, je suis très optimiste. L'intégration, Monsieur le ministre, est une question de volonté, mais aussi d'harmonie. La diversité culturelle, linguistique, démographique et raciale de l'Afrique n'est-elle pas un autre obstacle à son unité politique et économique? Fatim, je ne pense pas que cette réalité qui est antérieure à la colonisation et à la situation actuelle existait. L'Afrique était une Afrique plurielle, mais il y avait de grands empires gérés par un roi. C'est ici ceux qui géraient l'empire du Ghana qui allait jusqu'en Mauritanie. Il y avait toutes ces langues, mais l'Afrique avait trouvé des solutions à l'intégration en inventant ce qu'on appelle le maître de la parole. Vous savez, dans chaque pays, même dans une communauté linguistique, l'Africain se traduit lui-même dans la parole publique. Il y a quelqu'un toujours qui restitue la parole qu'on appelle le maître de la parole, le griot, qui rend le meilleur sens, n'est-ce pas, du parolier. Ça n'a jamais posé de problème. Parce que l'Afrique avait une unité culturelle qu'avait bien expliqué Cheikh Anta Diop. Malgré sa diversité linguistique, tout ça, l'Afrique avait une unité que Senghor a essayé de faire. Donc Senghor a essayé de faire l'inventaire en créant le Festival mondial des arts nègres. Il parlait de l'ensemble des valeurs de la culture noire qui était le socle de notre unité. Et vous verrez que même nos parents de la diaspora ont pu conserver leur unité à l'extérieur à partir donc de l'unité culturelle, malgré les langues qu'ils ont trouvées. C'est pour vous dire que ce n'est pas un obstacle, c'est un enrichissement au contraire. Et cet enrichissement a été un atout pour l'Afrique. Et aujourd'hui, ça ne pose pas encore d'obstacle puisque chaque pays a une langue internationale qui est une langue internationale plus ou moins partagée par zone géographique. Donc les choses sont beaucoup plus simplifiées. La diversité démographique non plus. C'est des déséquilibres qui en fait annoncent des équilibres dynamiques. N'est-ce pas? Parce que là où il y a déficit, c'est comblé là où il y a excédent. Parce qu'il y a des migrations qui viennent y combler. Vous avez vu comment la Côte d'Ivoire s'est construite? C'est un point à l'intérieur de l'Afrique de l'Ouest où il y a eu une migration de l'ensemble des zones de la zone ouest africaine. Et ça a fait de la Côte d'Ivoire le premier pôle économique. La Côte d'Ivoire n'est pas plus riche que la Guinée, de Sékou Touré en termes de ressources. Mais la Côte d'Ivoire a pu attirer l'attractivité sous-régionale, de telle sorte que Mandeng, Malinké, Djoula, tout le monde s'est retrouvé et ont enrichi ce pays par la diversité de ses apports sous-régionaux et par l'exploitation commune et solidaire de ses richesses. Et c'est ça la voie. La solidarité, le principe de solidarité et liberté, qui est un principe ontologique défini aussi par le livre du président Abdoulaye Wade. Il dit que ce qui caractérise notre ontologie africaine, c'est le principe de solidarité-liberté. L'Africain, de par son ontologie, est par naissance un homme libre. Parce qu'il est sorti du moule matriarcal. C'est un homme par essence libre, parce que créatif.
Mais il est aussi solidaire parce qu'il est très ferré sur des questions communautaires, familiales. C'est ça qui a été l'atout qui a été utilisé. Là où il y a eu développement, on a utilisé ces atouts et ces principes. Mais c'est ça qu'il faut revivifier et faire de l'Afrique le nouveau pôle du XXIe siècle. Il y a la question des confessions avec l'islam au nord de l'Afrique et dans une bonne partie de l'Ouest, le christianisme et l'animisme qui dominent au centre et à l'Est et au Sud. N'est-ce pas là aussi un autre obstacle à l'intégration? Fatim, tout ce que vous croyez comme obstacle sont des atouts et l'Afrique a montré que c'était des atouts. L'Afrique a eu avait sa religion africaine, mais c'est l'Afrique qui abrite toutes les régions du monde aujourd'hui. Et ça n'a jamais été un obstacle à la création d'empires. Parce que l'empire du Ghana, c'était à l'époque les régions africaines, mais après plusieurs contacts avec des contacts souvent conflictuels de commerce avec les régimes almoravides et omeyyades, je ne sais pas, l'Afrique a épousé la religion musulmane. Avec le contact européen, on a épousé la religion chrétienne. Bien avant même, la religion chrétienne était là depuis à l'époque de Salomon. Mais il faut dire que l'Afrique est par essence un continent religieux. Si vous visitez l'histoire telle que restituée par Cheikh Anta Diop, vous verrez que nous sommes liés, sortis du moule matriarcal qui nous donne un rapport de fécondité, un rapport de fusionnel avec la nature et de religiosité avec la nature. Parce que sous l'époque des pharaons, c'était un régime agraire qui faisait que les gens priaient pour qu'il y ait de bonnes récoltes. Donc l'Afrique est sortie, s'est forgée une civilisation à partir de la religion, en fonction donc de son mode civilisationnel. Donc la religion n'est pas un obstacle, mais un enrichissement et un facteur de cohésion. La tolérance religieuse a été le premier exemple démontré en Afrique quand le prophète avait demandé, lorsqu'il était persécuté, avait demandé d'aller se réfugier en Afrique parce que le roi éthiopien, qui était un nègre chrétien, allait les héberger et ne tiendrait pas compte de leur religion musulmane. Donc l'Afrique n'a pas de problème de religion. L'Afrique n'a pas de problème de diversité linguistique qui pourrait être un obstacle à son unité. Non, ça a été des facteurs d'enrichissement et l'Afrique a su l'exploiter pour en faire un continent qui a compté à l'époque. Mais maintenant, avec les dominations extérieures, nous avons perdu tous ces atouts. Il nous appartient de les reconquérir avec de nouveaux leaderships qui nous permettent de repuiser dans notre patrimoine les ressources spirituelles, les ressources morales, n'est-ce pas, historiques qui nous permettent de valoriser ces potentiels, ces atouts pour redevenir ce que nous étions, c'est-à-dire les premiers. Et l'Union européenne que l'on veut prendre comme un modèle d'intégration africaine s'étend en fait sur un territoire de 4,5 millions de kilomètres carrés et est peuplé de 500 millions d'habitants. L'Afrique, c'est 30 millions de mètres carrés et une population de plus d'1 milliard d'habitants, donc 16% de la population mondiale. On pourrait dire que c'est franchement l'un des 12 travaux d'Hercule que de transcender ces deux obstacles à l'intégration. Bon, d'abord, le modèle européen n'est pas notre modèle. Et nous, ce qui semble être un obstacle est un atout. 30 millions d'hectares, de kilomètres carrés, ça veut dire que nous avons la capacité d'englober l'espace américain dans notre continent, chinois, toute l'Union européenne, l'Inde, les deux Corées, et il restera encore de la place. Si l'Afrique peut englober l'ensemble de ces espaces, ça veut dire qu'on a dans notre espace le cumul de leur nombre démographique. Ça veut dire que nous avons la capacité d'être 3 milliards sans être en densité forte. C'est un atout, c'est un marché. La Chine a fait de son marché de 1 milliard d'habitants, n'est-ce pas, l'industrie du monde. De telle sorte que c'est la Chine qui distribue des points de croissance à l'Europe quand elle fait des commandes. Et qu'attend l'Afrique? L'Afrique, avec 1 milliard, c'est son manque d'unité qui fait qu'on ne peut pas utiliser ce milliard-là comme marché et capturer l'investissement, capturer les commandes des industries du monde et nous développer en conséquence. C'est ça, c'est un atout qu'il faut prendre, mais il faut une approche stratégique. Il faut que les Sénégalais, les Africains, les Maliens sortent de leur microscope d'État balkanisé pour avoir une vision globale, intégrée et stratégique de l'Afrique.
C'est comme ça qu'ils dépasseront les querelles politico-politiciennes et se s'ouvriront aux autres et s'intégreront dans des démarches d'unité et d'intégration sous-régionale. Monsieur le ministre, quand allons-nous parler d'intégration africaine? Mais elle est déjà en marche, l'intégration africaine. En tout cas, elle va plus vite en Afrique de l'Ouest, elle va moins vite ailleurs, mais je pense que s'il y a un modèle de réussite en Afrique de l'Ouest, ça va faire tache d'huile pour les autres qui vont trouver qu'ils sont un peu laissés en rade et ils vont essayer de nous rattraper. Merci beaucoup, monsieur le ministre, d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes monsieur Amadou Lamine Faye, ministre conseiller chargé de la diaspora et du panafricanisme. Ainsi, mesdames et messieurs, se referme votre émission. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez bien entendu revoir votre émission Décodage sur facebook.com/décodage. Sinon, m'envoyez vos messages en tapant Décodage espace votre message et envoyez le tout au 26 026 ou simplement m'appeler au 77 628 28 77 et tapez 3. Au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine. Thank you.